Les samedis du confinement intellectuel 13 juin 2020. Il y a quelques jours, la Commission européenne a donné des directives aux États concernant la réouverture des frontières alors que l'épidémie de coronavirus s'éloigne. Et on a vu dans le même temps des États, et non des moindres, comme la France et l'Espagne, s'affranchir, contredire ces directives de la Commission européenne pour maintenir des contrôles entre eux et leurs frontières temporairement fermées. Alors, on ne va pas discuter de procédure, savoir qui a le droit ou pas le droit de faire ci ou ça en matière de frontières. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'on est face à une question d'intérêt général, puisqu'il s'agit de savoir quelles mesures prendre pour protéger les citoyens face à une épidémie. Et la question est, qui est légitime à définir l'intérêt général? En principe, depuis des décennies ou des siècles, ce sont les États qui définissent l'intérêt général, et quand ces États sont démocratiques, ce que, évidemment, nous souhaitons toujours, ce sont les peuples qui donnent mandat à leur État pour définir cet intérêt général. Et l'intérêt général est l'émanation de ce que souhaite le peuple dans un État. En Europe, nous avons une situation particulière, puisque depuis les années 1950, nous construisons une communauté européenne qui est devenue Union européenne et qui prétend à son tour définir l'intérêt général. Est-elle légitime à le faire? Et qu'est-ce que serait l'intérêt général au niveau européen? Est-ce que c'est l'addition des intérêts nationaux? Auquel cas, qui ferait cette addition? Et quel poids auraient les uns ou les autres? Pour caricaturer, on pourrait dire que on se doute que le poids d'un Grec serait probablement beaucoup plus faible que le poids d'un Allemand. Et on n'ose pas réfléchir à ce que représente le poids d'un Français aujourd'hui. Donc l'intérêt général, ce n'est évidemment pas la somme des intérêts particuliers. Et si on regarde les traités européens, l'intérêt général se définit à partir du marché commun, c'est-à-dire que les traités estiment que c'est le libre jeu du commerce, le libre jeu du marché, qui doit aboutir à définir l'intérêt général un petit peu automatiquement. Et c'est pour ça d'ailleurs que les traités européens ne prévoient pas de politique sociale ou de politique publique développée. Mais non seulement ils n'en prévoient pas, mais ils font pire, puisque on a vu par exemple qu'en matière sanitaire, la Commission européenne a demandé aux États plus de 60 fois de réduire leur budget de santé publique. Donc l'intérêt général au niveau européen, c'est en fait l'intérêt des marchés un petit peu modifié par ce que les technocrates peuvent à un moment donné penser. Alors est-ce que ça peut être autre chose? Nous, à l'Association pour une Constituante, nous ne le pensons pas, parce que l'intérêt général se définit d'abord dans le cadre national. Alors on peut penser que c'est un accident de l'histoire et que ça changera un jour. Bon, en tout cas, aujourd'hui, force est de constater que c'est dans le cadre national que l'intérêt général se définit. Pourquoi? Eh bien parce que on a peu ou prou le sentiment que nous partageons un destin commun, avec des intérêts différents, certes, mais globalement, on peut dire que les Français partagent un intérêt commun, qu'ils forment une communauté politique dont l'intérêt général serait l'émanation, sous le contrôle, bien sûr, du suffrage universel. En Europe, on n'en est pas du tout là. Il n'existe pas de communauté politique européenne, il n'existe pas de peuple européen. Et ce ne peut être que dans le cadre national que l'intérêt général se définit. Et c'est pourquoi nous demandons l'élection d'une assemblée constituante en France pour que le peuple puisse se poser et définir en lui-même, par lui-même et pour lui-même, ce qu'est l'intérêt général en 2020 et pour les années à venir.